arrivons avec ces secondes lectures au terme de la discussion de ce projet de loi. Je voudrais donc remercier bien évidemment le président de la commission des lois, les membres de la commission des lois, son président Jean-Jacques Hyest, le rapporteur Jean-Patrick Courtois, les présidents des groupes de la majorité qui ont permis d'aboutir à ce texte qui est à la fois équilibré et ambitieux. Je remercie Philippe Richert, le ministre des collectivités territoriales, d'être là. Alors c'est un fait, nous acheminons pour la 8e année consécutive vers une baisse de la délinquance dans notre pays. Ces résultats, naturellement, nous ne les devons pas au hasard, nous les devons à la mobilisation des policiers et des gendarmes, aux partenariats qui ont été établis avec les élus locaux et les acteurs de la sécurité, partenariats qui sont nombreux et efficaces. Pour autant, la délinquance évolue et donc elle se transforme en permanence et face à ces évolutions, face à ces transformations, nous devons nous adapter, nous devons nous renouveler pour cette bataille acharnée qui est menée contre les fauteurs de troubles, les trafiquants et les voyous. Et l'adaptation, c'est le sens de ce projet de loi d'orientation et de programmation que je vous présente donc en deuxième lecture aujourd'hui. Alors largement enrichi grâce à vos travaux, ce projet contient des dispositions essentielles qui moderniseront les moyens opérationnels des forces de sécurité intérieure, adapteront encore la réponse pénale, créeront de nouvelles réponses ciblées aux différentes formes de la délinquance et développeront les partenariats utiles à la sécurité de nos compatriotes. Nous obtenons donc, d'abord, première réflexion, des résultats contre l'insécurité. Je ne veux pas rentrer dans le détail. J'aurai l'occasion de présenter les résultats dans les prochains jours sur l'ensemble de l'année, mais d'ores et déjà, les chiffres des 11 premiers mois montrent les résultats obtenus et les avancées qui ont été permises, puisque la délinquance sur les 11 premiers mois de l'année, par rapport aux 11 premiers mois de l'année 2009, la délinquance globale recule de plus de 2%. Ça signifie une chose très simple et sur laquelle je pense que nous devrions tous nous réjouir, c'est que sur l'année 2010, sur l'année dernière encore, l'insécurité a reculé dans notre pays et donc la sécurité a progressé. Au-delà de ces résultats encourageants que je présenterai dans le détail dans quelques jours, il reste, c'est vrai, de vrais défis à relever auxquels je suis particulièrement attentif. Je pense d'abord aux atteintes volontaires à l'intégrité physique. L'augmentation, c'est vrai, a été divisée par 5, mais cela demeure le grand défi de nos sociétés modernes et la France n'y échappe pas. Et à cet égard, d'ailleurs, l'exemple des vols de téléphone portables sont très révélateurs. Les vols de téléphone portables ont augmenté de près de 40% sur les 11 premiers mois de l'année 2010. Et grâce au blocage des téléphones portables et de leur carte SIM, qui est prévu juridiquement et techniquement, nous allons progressivement, j'en suis convaincu, rendre de tels vols sans intérêt pour les revendeurs, comme ça a été le cas d'ailleurs il y a quelques années, chacun s'en souvient, à un moment donné, pour les autoradios, où on a modifié les dispositifs et donc c'était un peu moins intéressant. Moi j'appartiens à une génération, quand j'étais étudiant, et on m'a volé, je ne sais pas combien de fois, au moins en tout cas 3 fois l'autoradio dans la voiture. Aujourd'hui, ce sont des types de délinquance qui subsistent encore un peu, mais qui ont été disparus pour des raisons techniques. Je suis persuadé que concernant les vols de téléphone portable, nous allons évoluer dans ce sens-là. Alors pour relever un certain nombre de ces défis, il existe une feuille de route, nous avons fixé une feuille de route que nous appliquons très méthodiquement, qui permet à la fois de cibler notre action, d'adapter nos méthodes et de consacrer nos moyens sur l'essentiel. Alors il y a un certain nombre de plans opérationnels que j'ai mis en place depuis plusieurs mois, avec un principe simple, dès qu'un problème est identifié, nous devons adopter une stratégie ciblée pour une réponse qui soit la plus appropriée. C'est ce qu'on a fait pour les cambriolages, c'est ce qu'on fait pour les trafics de stupéfiants, pour la protection des personnes âgées ou des personnes vulnérables, d'ailleurs plus largement que les personnes âgées, pour la lutte contre les bandes, pour les violences scolaires, contre les hooligans et
pour lutter contre l'insécurité dans les transports. Je récapitule tout cela, même si les résultats sont à l'évidence inégaux selon les secteurs. Alors, parallèlement, nous adaptons en permanence nos méthodes de travail. C'est l'enjeu de la police d'agglomération, vous savez, qui existe sur les 3 départements de la Petite Couronne et Paris depuis septembre 2009. Et nous allons étendre cette police d'agglomération vers Lille, Lyon, Marseille et peut-être même d'ailleurs Bordeaux au cours des prochains mois. Et c'est aussi notre volonté et surtout notre capacité, parce que la volonté, à vrai dire, beaucoup l'avaient, mais notre capacité à affranchir progressivement les forces de sécurité d'un certain nombre de ce qu'on appelle les charges indues et qui détournaient les policiers et les gendarmes de leur cœur de métier. Et concrètement, en 3 ans, ce seront pas moins de 1000 gendarmes et policiers qui vont être remobilisés sur le terrain. C'est le cas d'ailleurs depuis le 1er janvier, où ça a commencé à se mettre en place, depuis le 1er janvier pour la police des audiences, qui peut être assurée par des sociétés privées ou des réservistes de la police et de la gendarmerie qui sont rémunérés et équipés par le ministère de la Justice. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas que les forces de police ou de gendarmerie soient présentes. Il peut y avoir des cas très précis dans lesquels il y a des risques. Naturellement, il faut s'adapter. Mais le principe, c'est on réaffecte ces policiers et ces gendarmes de la police d'audience progressivement sur le terrain. Et puis, s'il y a nécessité, on peut naturellement les mobiliser. Sur les 3 ans à venir, les transfèrements pénitentiaires seront progressivement pris en charge par le ministère de la Justice. Là aussi, c'est une attente qui est une attente ancienne. Moi, je suis très sensible à l'attitude très positive de la chancellerie sur ce point. Et puis, je le précise, c'est pas quantitativement majeur, mais enfin c'est aussi, même d'abord ça existe, et puis c'est symbolique. La place Vendôme prendra désormais progressivement à sa charge la garde statique de ses locaux, qui est effectuée aujourd'hui par les gendarmes, et il y aura d'autres allègements qui sont possibles, notamment au palais de justice de Paris. En tout cas, c'est une attente qui était forte. Beaucoup d'entre vous le savent, qui suivent ces questions. Et je pense qu'on a bien discuté, bien avancé, bien négocié au cours des derniers mois de l'année 2010 pour y parvenir. Alors ensuite, nous prenons des mesures que nous souhaitons les plus efficaces pour assurer la protection de nos compatriotes. D'ores et déjà, par vos votes en première lecture, nos armes dans ce combat contre la délinquance ont été plus que significativement renforcées. Je ne veux pas revenir dans le détail sur ces nombreuses dispositions qui font déjà l'objet d'un accord entre les 2 assemblées. Il y a encore quelques précisions rédactionnelles d'ailleurs qui restent en débat. Et en réalité, concrètement, la LOPSI améliore significativement nos moyens d'action dans 4 domaines. Premier domaine, les outils opérationnels de la police et de la gendarmerie qui sont modernisés. Je pense à la vidéoprotection. Je persiste à dire que c'est un outil majeur de prévention, de dissuasion et d'élucidation. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, surtout qu'ils le disent, qu'ils ne soient pas silencieux. Il faut le dire, parce que comme ça, on comprendra mieux quelles sont les différences entre les uns et les autres. Et je pense que l'équilibre qui est sur le contrôle de la vidéoprotection, l'équilibre trouvé avec l'Assemblée nationale me paraît très adapté. D'un côté, il y a la Commission nationale de la vidéoprotection qui conseillera le gouvernement, et de l'autre, la CNIL, associée aux commissions départementales, pourra proposer au préfet des sanctions au cas de manquement aux règles qui sont fixées par les autorisations d'exploiter des caméras. De plus, il y aura des logiciels de rapprochement judiciaire qui amélioreront la rapidité des enquêtes et qui feront notamment progresser l'élucidation, par exemple, des vols en série. Parallèlement, la lutte contre la pédopornographie sera renforcée, on pourra y revenir. La lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée sera facilitée avec des outils modernes, outils qui doivent être à la hauteur de certaines organisations criminelles. Je pense aux captations de données informatiques, aux cyberpatrouilles, et ainsi de suite. Deuxième domaine, c'est la sanction pénale qui est renforcée. Les sanctions, j'y tiens tout particulièrement, seront aggravées en cas de cambriolage et de vol au préjudice d'une personne vulnérable, c'est-à-dire une personne âgée qui serait dans la difficulté, plus grande difficulté pour se défendre. C'est le cas aussi
naturellement des handicapés, ça peut être le cas des femmes enceintes, bref, toutes les personnes dites vulnérables. Dans le même sens, d'ailleurs, les biens saisis appartenant aux trafiquants pourront soit être vendus, soit affectés aux forces de sécurité. Et je pense que c'est un moyen pour les services de police de faire armes égales avec les délinquants. Par exemple, en saisissant leurs véhicules surpuissants, ils pourront en traquer d'autres, bien évidemment, à motorisation égale. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement démunis. On sait très bien que, par exemple, certaines voitures aujourd'hui de la gendarmerie, qui sont des Subaru, aujourd'hui c'est le marché qui a été remporté, très bizarrement, aucun constructeur européen, à l'époque d'ailleurs, ne s'était manifesté pour répondre à cet appel d'offres. Enfin, on sait très bien que bon, les trafiquants, un certain nombre, ce qu'on appelle les GOFAS, bénéficient de ces bolides, ces véhicules. Bon, c'est quand même beaucoup mieux si on arrive à les saisir, puis les réaffecter, soit les vendre, soit les réaffecter aux forces de sécurité. De la même manière, la vente à la sauvette deviendra un délit spécifique et sera mieux réprimé. Enfin, des mesures vigoureuses seront prises afin de renforcer la sécurité de nos concitoyens qui prennent les transports en commun. Et j'ajoute d'ailleurs, je l'ai évoqué je crois devant la commission des lois, que comme me l'avait demandé le président de la SNCF, je suis attaché, très attaché à la possibilité donnée aux agents des compagnies de transport chargées de la sécurité, possibilité de conduire eux-mêmes les délinquants devant un officier de police judiciaire. Et je soutiens donc totalement l'amendement présenté dans ce sens par Jacques Gautier. Alors, troisième domaine, les moyens de la police administrative sont complétés pour renforcer la prévention et la dissuasion. Incontestablement, nous avons pu rendre les stades aux familles. On sait très bien quelles étaient les dérives, assez localisées, pas simplement d'ailleurs à Paris ou en région parisienne. Les mesures qui sont contenues dans le projet de loi permettront de conforter et d'améliorer les résultats déjà obtenus, parce que ça, c'est pas des formules, ce sont pas des slogans. Et vous vous souvenez certainement quand c'était je crois le 28 février 28 février 2010, il y avait eu un mort au Parc des Princes à la suite de combats. Bon, on avait pris dès le lendemain des mesures immédiates, création d'une division anti-hooligan, un certain nombre de mesures. Bon, en réalité, on a résolu, je touche volontairement du bois, on a résolu, je le pense, pour l'essentiel, malheureusement toujours y avoir un contre-exemple, mais on a résolu pour l'essentiel la question à l'intérieur des stades. Maintenant, il faut davantage sécuriser l'extérieur des stades, parce que naturellement, ça a tendance à se dépasser. Mais il n'en reste pas moins, et vous l'avez certainement vu dans des reportages, moi je les ai vus en tout cas sur les 20 heures, où des familles disaient on peut enfin revenir en famille, profiter d'un spectacle sportif. Nous avons donné aussi au préfet la possibilité d'instituer sur un territoire donné entre 23h et 6h du matin un couvre-feu des mineurs de moins de 13 ans. Cette mesure est utile, je pense que cette mesure est nécessaire, et c'est aussi un moyen de prévenir la délinquance des mineurs. Et, comme je l'ai d'ailleurs déjà précisé en première lecture, nous donnons aussi au préfet la possibilité de confisquer immédiatement le véhicule des délinquants de la route afin de mettre hors d'état de nuire un certain nombre d'irresponsables. Enfin, quatrième domaine, la sécurité, c'est d'abord la mission de l'État, mais c'est aussi l'affaire de tous. Nous proposons des mesures pour renforcer les partenariats avec les élus locaux, puisque les prérogatives des polices municipales sont renforcées en complémentarité avec la police et la gendarmerie, partenariat avec les acteurs de la sécurité privée pour accompagner leur développement. Il faut naturellement, c'est un secteur qui est en pleine évolution, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Enfin, je rappelle quand même, on est tous soucieux de l'emploi. Je rappelle quand même que le syndicat national des entreprises de sécurité prévoit un recrutement de plus de 100 000 personnes sur les 10 prochaines années. Ils disent même en réalité 12 000 par an, en réalité, quelque chose comme ça. Mais enfin, 100 000 personnes doivent être recrutées. Donc, naturellement, ça signifie qu'il faut bien l'exigence, la contrepartie, ça signifie qu'il faut être précis sur la réglementation, sur les autorisations, sur les délivrances d'agréments, qu'il y ait des possibilités de retrait d'agréments, mais en tout cas, il faut qu'on aille un petit peu plus loin, et la LOPSI le permet, puisqu'on propose la création d'un Conseil national
de la sécurité privée qui permettrait de répondre à tout cela. Alors toutes ces dispositions ont déjà fait l'objet d'un débat de fond. Je pense que l'on doit aller encore plus loin dans la lutte contre les violences aux personnes et c'est à l'évidence ce que nos compatriotes attendent de nous. Et nous avons souhaité proposer dans la LOPSI, en parfaite harmonie avec la chancellerie, 4 mesures nouvelles, spécifiques et ciblées. Première mesure, c'est le placement sous surveillance électronique à leur sortie de prison des multirécidivistes condamnés à au moins 5 ans d'emprisonnement, donc ce qui n'est pas rien. Et je remercie d'ailleurs la Commission des lois d'avoir donné depuis l'origine son plein accord sur cette mesure. Deuxième mesure, j'ai bien compris la position de la Commission des lois sur les peines planchers. Un accord de principe a été trouvé entre les deux assemblées en première lecture qui conforte la volonté du gouvernement d'appliquer ces peines planchers aux primo-délinquants et non plus aux seuls récidivistes. Et c'est une évolution majeure que le président de la République avait d'ailleurs évoqué et souhaité dans son discours de Grenoble. Il y a un débat technique qui demeure sur les modalités et la portée de cette évolution et je pense qu'il est tout à fait opportun et utile que nous établissions une gradation de ces peines pour les violences aggravées. Je serai donc très attentif à vos propositions et j'ai noté d'ailleurs l'intérêt que présente à cet égard l'amendement de Christian Demuynck. Mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Troisième mesure, je suis très heureux que le Sénat ait approuvé l'idée de permettre à la Cour d'assises d'assortir son verdict de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité s'agissant des crimes et délits commis à l'encontre des agents dépositaires de l'autorité publique, donc condamnation avec une période de sûreté de 30 ans. Là aussi, ça s'inscrit dans ce qu'a souhaité le président de la République à Grenoble. Il est vrai qu'une nuance subsiste entre les deux assemblées. À la différence de l'Assemblée nationale et du gouvernement, le Sénat a souhaité que cette mesure soit restreinte aux seuls de ces crimes qui ont été commis en bande organisée ou avec la circonstance aggravante de guet-apens ou de préméditation. Bon, encore une fois, je pense, la position du gouvernement, c'est que le crime ait été commis par un individu seul ou en bande organisée, la peine de sûreté devrait s'appliquer. La gravité des crimes qui sont mis en cause, je le rappelle, c'est le meurtre de policiers, de gendarmes, de préfets, de magistrats, de pompiers, exige que l'on se montre particulièrement inflexible. Quatrième mesure, qui concerne la possibilité de faire comparaître un mineur plus rapidement devant le tribunal pour enfants. Bon, je le dis, moi, le système actuel doit être à l'évidence amélioré. Et aujourd'hui, en effet, dans un certain nombre de cas, cette prise en charge est presque totalement improductive parce qu'en réalité trop tardive. On sait très bien que le délai important qui sépare trop souvent la commission de l'infraction du jugement contribue au sentiment d'impunité et réduit à quasi néant les efforts de pédagogie et de prévention de la récidive qui doivent être véritablement au cœur de la prise en charge des mineurs. Et c'est pourquoi, dans les affaires les plus simples, et pour les mineurs, je le précise bien, déjà connus de la justice, le gouvernement souhaite donner au procureur la capacité de saisir directement le tribunal sans passer par le juge des enfants. Cette nouvelle procédure, qui encore une fois, je le rappelle, qui est préparée étroitement avec la chancellerie, s'appliquera uniquement lorsque le mineur est déjà connu de la justice et que tous les éléments concernant sa personnalité, pour parler clair, son environnement familial, sont déjà connus. Là aussi, c'est un des éléments d'efficacité de notre politique de prévention. Quelques mots simplement pour terminer sur le permis à points. On ne doit pas perdre de vue l'essentiel. L'objectif, c'est de faire baisser le nombre de morts comme le nombre de blessés sur les routes de notre pays. J'imagine qu'on est tous d'accord. Je rappelle quand même qu'alors que la population a évolué, il y a près de 40 ans, nous déplorions près de 18 000 morts sur les routes par an. 18 000. En 2000,
nous en étions encore à quasiment 8200 tués, selon l'Observatoire national interministériel de sécurité routière. En 2010, nous sommes passés sous la barre des 4000. On est très certainement à exactement 3994. C'est beaucoup moins naturellement qu'il y a 10 ans, comme je le rappelle, mais c'est encore beaucoup trop. Alors c'est vrai que le gouvernement n'avait pas proposé, et là je me tourne peut-être davantage vers la majorité, c'est vrai que le gouvernement n'avait pas proposé d'évolution sur le permis à points. Les parlementaires du Sénat, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont souhaité l'assouplir. Et conformément aux souhaits du Sénat, le délai de récupération des petites infractions entraînant la perte d'un seul point serait réduit d'1 an à 6 mois. Et le délai de récupération de la totalité des points passerait donc à 2 ans au lieu de 3 actuellement. Mais le gouvernement souhaite clairement qu'en soient exclues les infractions les plus graves, que ce soit les conduites en état d'ivresse, que ce soit les grands excès de vitesse, comme des infractions qui sont des infractions dangereuses. Par exemple, on l'entend d'ailleurs, vous le lisez, chacun, journaux régionaux, malheureusement des exemples, quelqu'un qui a fait demi-tour sur une autoroute, enfin bref, on a tous ces exemples-là. Et donc, ce sont des infractions très dangereuses pour lesquelles, précisément, les dispositifs je dirais, de clémence ne sont pas appropriés. Donc, je vous le dis, il est impératif de ne pas aller au-delà de cette évolution et de toute manière, en tout état de cause, nous devrons évaluer le moment venu les effets. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur, la mission qui m'a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre est claire, c'est assurer la sécurité de nos concitoyens partout et pour tous. Alors nous avons des exigences, nous fixons des objectifs, nous obtenons un certain nombre de résultats pour renforcer la sécurité dans le respect des libertés, mais encore une fois, pour pérenniser, conforter, amplifier ces résultats, nous devons en permanence nous adapter et c'est ce que nous proposons à travers ce projet de loi. La LOPSI a déjà été débattue durant plus de 72 heures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a incontestablement quelques étapes à franchir et je suis naturellement pour y parvenir à la fois à votre écoute en espérant naturellement aussi pouvoir compter sur votre soutien. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la discussion générale, la parole est à Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui l'examen en seconde lecture du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPSI 2, après son second examen par l'Assemblée nationale au cours du mois de décembre. Premièrement, de nombreuses dispositions font à ce stade l'objet d'un accord entre nos deux assemblées. Concernant d'abord l'encadrement des fichiers d'antécédents judiciaires et d'analyse sérielle, l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification de fond au dispositif adopté par le Sénat. Il va également ainsi de la plus grande partie des dispositions relatives à la vidéosurveillance figurant à l'article 17. Je vous rappelle qu'alors que le projet de loi déposé par le gouvernement attribuait le contrôle des dispositifs aux commissions départementales et à la Commission nationale de la vidéoprotection, le Sénat avait introduit la CNIL dans le dispositif, estimant que son expérience en matière de liberté publique la qualifiait en la matière. Cette modification a été globalement approuvée par l'Assemblée nationale. De même, une partie non négligeable du chapitre relatif à la sécurité quotidienne et à la prévention de délinquance, introduit par l'Assemblée nationale, avait été en grande partie approuvée par le Sénat et n'a pas été modifiée de manière sensible par l'Assemblée nationale en seconde lecture. C'est le cas des dispositions relatives au couvre-feu de portée générale, décidées par le préfet pour des mineurs de 13 ans, ou encore de celles concernant le règlement intérieur qui encadrera les échanges d'informations au sein des groupes de travail des CLSPD.
Le Sénat avait également adopté en termes identiques ou avec des modifications d'ordre rédactionnel la plupart des articles relatifs à la sécurité routière. L'Assemblée nationale n'a pas opéré de nouvelles modifications substantielles, sauf pour un article. Il s'agit des dispositions relatives au permis à points introduites par notre collègue Alain Fouché. Initialement, le délai de récupération de la totalité des points du permis était abaissé à 1 an au lieu de 3 ans. La commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé d'adopter une position intermédiaire en portant ce délai à 2 ans. En séance publique, un nouvel amendement a été adopté qui introduit une exception pour les délits routiers et les contraventions les plus graves. Pour ces infractions, le délai restera fixé à 3 ans. Par ailleurs, l'Assemblée a accru les possibilités de faire des stages de récupération de points. Au total, ces dispositions ont paru équilibrées à la commission des lois qui n'a pas souhaité les modifier une nouvelle fois. Le Sénat avait par ailleurs globalement donné son accord aux dispositions introduites par la commission des lois de l'Assemblée nationale relatives à la police municipale. Il avait ainsi approuvé l'attribution de la qualité d'APJ au directeur de police municipale, la participation des policiers municipaux au contrôle d'identité sous l'autorité d'un OPJ ou encore la simplification des règles d'agrément pour les agents de police municipale. Le Sénat avait également étendu le champ d'application de la disposition prévoyant la participation des policiers municipaux au dépistage d'alcoolémie. L'Assemblée nationale n'a apporté en seconde lecture que des amendements rédactionnels à ces articles. Enfin, de nombreuses dispositions introduites par le Sénat à l'initiative du gouvernement ont été approuvées par l'Assemblée nationale. C'est le cas des mesures destinées à lutter contre les violences dans les stades ou dans les transports. Sur ce dernier point toutefois, la Commission a supprimé une disposition introduite par l'Assemblée nationale en seconde lecture et qui déséquilibrait les règles relatives au contrôle d'identité fixées par le Code de procédure pénale. Deuxièmement, toutefois, l'Assemblée nationale a également profondément amendé certaines dispositions introduites par le Sénat ou refusé les modifications apportées par notre Haute Assemblée au dispositif qu'elle avait introduit. Ainsi, lors de l'examen du projet de loi par le Sénat en séance publique, le gouvernement avait souhaité que les dispositifs des peines planchers soient étendus aux primo-délinquants, auteurs de violences aggravées ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violence. Notre commission s'y était opposée, considérant notamment que ce dispositif présentait un risque de contrariété à la Constitution. Elle avait également, à cette occasion, réaffirmé son attachement à la cohérence de l'échelle des peines ainsi qu'au pouvoir d'appréciation des juges. Pour ces raisons, nous avions émis un avis défavorable à l'amendement du gouvernement. Sensibles à ces arguments, nos collègues Gérard Longuet et Jacques Gautier avaient proposé de sous-amender l'amendement du gouvernement afin de limiter son champ aux violences les plus graves. Le dispositif ainsi sous-amendé avait été adopté par le Sénat. En seconde lecture, les députés sont largement revenus au dispositif initialement souhaité par le gouvernement et l'ont même étendu à un certain nombre d'infractions supplémentaires, comme les violences sans circonstance aggravante. En outre, s'agissant des conditions dans lesquelles les peines ainsi proposées pourraient être aménagées, les députés ont adopté un amendement de leur commission des lois tendant à revenir au droit antérieur à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui a posé le principe de l'aménagement des peines égales ou inférieures à 2 ans d'emprisonnement. Dans la mesure où cet article présentait en l'état un risque d'inconstitutionnalité, qu'il faisait de l'emprisonnement des mineurs la règle dans de nombreux cas et qu'il remettait en cause certains principes essentiels de la loi pénitentiaire, alors même que les décrets d'application de ce texte viennent tout juste d'être adoptés, votre commission des lois est revenue au texte voté par le Sénat en première lecture, lesquels réservent la possibilité de prononcer une peine plancher aux seuls auteurs des violences les plus graves. L'Assemblée nationale a également souhaité revenir aux dispositions proposées par le gouvernement relatives à la possibilité de poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants par la voie d'une convocation par OPJ. En première lecture, ces dispositions avaient été rejetées par notre commission et n'avaient été adoptées par le Sénat que complétées par un sous-amendement qui avait restreint leur champ d'application. Compte tenu du retour opéré par l'Assemblée nationale aux propositions rejetées par la commission des lois, celle-ci est également revenue au texte voté par le Sénat. Enfin, concernant l'article 23 ter relatif à l'allongement de la peine de sûreté pour les auteurs de meurtre ou d'assassinat contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, les députés sont revenus à la rédaction proposée initialement par le gouvernement. En effet, les dispositions introduites par celui-ci avaient été sous-amendées par le président Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, afin que, comme tel est le cas pour les meurtres ou assassinats concernant les mineurs de 15 ans, l'allongement de la peine de sûreté ne vise que les crimes accompagnés d'une circonstance aggravante. Il était ainsi précisé que le meurtre devait être commis en bande organisée ou avec guet-apens.
L'Assemblée nationale ayant écarté toute référence à une circonstance aggravante, la commission des lois est revenue au texte du Sénat en première lecture, en retenant toutefois la préméditation comme circonstance aggravante. Enfin, d'autres désaccords entre nos deux assemblées portent sur les dispositions relatives à la sécurité quotidienne. Les députés ont ainsi rétabli les dispositions qu'ils avaient introduites en première lecture concernant la possibilité pour le préfet de décider d'un couvre-feu à l'encontre d'un mineur déjà condamné ou relative à l'information du président du Conseil général et du préfet par le procureur de la République sur les poursuites et les condamnations dont font l'objet des mineurs dans le département. Dans la mesure où ces dispositions présentaient un risque d'inconstitutionnalité et semblaient en outre d'application très difficile, la commission des lois est revenue au texte du Sénat. Par ailleurs, les députés ont introduit deux dispositions totalement nouvelles. La première étant l'imprescriptibilité aux crimes se traduisant par une disparition d'enfants. La seconde vise à singulariser la situation des étrangers reconnus coupables d'un crime en contraignant les jurés des cours d'assises à se prononcer sur leur droit au séjour dans le respect des limitations édictées par la loi du 26 novembre 2003. Dans la mesure où elle considère qu'il est préférable de réserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité aux crimes contre l'humanité et où le droit positif permet d'ores et déjà de répondre largement aux préoccupations des auteurs de l'amendement, la Commission a supprimé la disposition qui étend l'imprescriptibilité aux crimes se traduisant par une disparition d'enfants. Voici tracés, mes chers collègues, les grands axes des modifications adoptées par la Commission des lois pour la seconde lecture de ce projet que je vous demande, mes chers collègues, d'adopter. Merci. Monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Jacques Mézard pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, d'abord, j'ai écouté avec intérêt Monsieur le ministre nous parler des statistiques et je constate qu'il y a beaucoup moins de délinquance et que bientôt vous allez rechercher à ce rythme-là les délinquants. Entre le titre d'un texte législatif et son contenu réel, le fossé devient souvent de plus en plus évident. Les lois de simplification sont devenues des lois de complexification. Qu'en est-il des lois d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure? Nombreux sont ceux qui constatent que le projet de loi qui nous est soumis constitue un fourre-tout où se retrouvent pêle-mêle des dispositions diverses correspondant pour beaucoup à des réponses médiatiques à des faits divers. C'est d'ailleurs ainsi que récemment un quotidien a pu titrer « Quand les faits divers dictent leurs lois ». Certes, il serait absurde et dommageable pour la protection de la société de ne pas être très attentif à ce qui se passe sur le terrain, dans nos rues, nos cités, nos campagnes, de ne pas intégrer l'évolution de la délinquance consécutive aux bouleversements sociétaux. Mes chers collègues, la réponse législative à des faits médiatisés est tout aussi dangereuse et dommageable car elle est créatrice d'insécurité juridique. Et ces dernières années, nous y sommes pleinement confrontés. Elle est le plus souvent à l'opposé de la définition d'une véritable politique pénale, compréhensible par le citoyen et facilement applicable par les magistrats. Nous le savons tous ici dans cette enceinte, les magistrats sont excédés par cette avalanche de lois dites sécuritaires qui polluent littéralement le difficile exercice de leur mission. La priorité du législateur, c'est d'abord, me semble-t-il, d'examiner si les lois existantes permettent ou non de répondre aux préoccupations du moment et aux évolutions sociétales. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de cybercriminalité, le socle du Code d'instruction criminelle de 1810 ne saurait suffire. Mais nombre de réformes, de textes accumulés ces dernières décennies furent inutiles, parfois redondants et largement sans efficacité, si ce n'est à des fins de communication politique. Et là encore, avec quelles conséquences redoutables?
vous jouez aux apprentis sorciers. Et faudra-t-il souvent rappeler les propos du nouveau président d'honneur d'un parti à l'extrême de l'échiquier politique? Les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Monsieur le ministre, je l'ai déjà dit lors de l'examen du texte en première lecture, je ne doute aucunement de vos sentiments républicains. Mais je reste convaincu que l'essence des textes que vous nous proposez n'est ni de nature à rassurer les Français, ni à faciliter réellement le travail de ceux qui œuvrent à préserver leur sécurité. Nous avons dénoncé les errements de la garde à vue. Nous avions raison. Le garde des Sceaux lui-même, aujourd'hui, déclare qu'il serait bien d'en réduire le nombre à 300 000, car on ne lutte pas contre l'insécurité en jouant sur le sentiment d'insécurité. De la même manière, ce n'est pas la réduction des effectifs de police et de gendarmerie qui constitue la bonne méthode. Le procès de la police de proximité fut un mauvais procès, une erreur. Ce n'est pas avec 16 lois sécuritaires en 8 ans que l'on construira un code de procédure pénale performant. Nous sommes dans une discussion générale. Il est donc justifié d'avoir un débat de fond. De même qu'il serait justifié d'avoir un débat sur la manière dont est traitée la question de la délinquance financière sous ses diverses formes, qui pèse de tout son poids dans le sentiment d'insécurité assez généralisé d'injustice dont découlent certains comportements antisociaux. En première lecture, puis par le travail de sa commission et de son rapporteur, le Sénat a fait entendre son souci du respect de principes fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés ici et nous nous réjouissons de cela. Le message de la majorité de l'Assemblée nationale est différent et c'est son droit. Mais la majorité de notre groupe ne saurait cautionner ce message et je cite pour mémoire l'orateur de la majorité à l'Assemblée, message de fermeté à l'égard d'une délinquance sans scrupules qui fait régner la terreur. Nous aurons appris qu'il y avait 2 formes de délinquance, avec et sans scrupules. Je dirais que c'est déjà un progrès. Mais plus sérieusement, nous considérons qu'il y a erreur de diagnostic et erreur thérapeutique. Faire croire au laxisme des magistrats est fallacieux et ce n'est pas en augmentant le quantum des peines constamment que vous ferez progresser la sécurité. S'il existe une crise de confiance à l'intérieur de la police, de la gendarmerie, de la justice, les lois successives que nous avons vécues depuis ces dernières années ne l'auront aucunement atténuée, bien au contraire. Cela étant rappelé, on ne peut que constater et déplorer que l'Assemblée nationale ait rajouté une couche dans le sécuritaire. Ce n'est pas sans raison que plusieurs organes de presse notaient que le texte était devenu le véhicule législatif des mesures sécuritaires annoncées cet été par le président de la République. Il s'agit donc d'un texte réactionnel, ce qui, c'est vrai, n'a pas le même sens que réactionnaire, je vous l'accorde. Dans l'intérêt général, il convient de tempérer le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale. Sur la vidéoprotection, qui n'est pas la panacée quand même au niveau de la sécurité, même si ça peut constituer un progrès dans certains cas, l'article 17 étend les possibilités d'installation et d'usage sur la voie publique à des personnes morales de droit privé après simple information du maire. Le Sénat avait prévu que la CNIL pouvait exercer un contrôle des systèmes installés. L'Assemblée nationale a refusé que le contrôle puisse, selon les principes de la loi informatique et liberté, se réaliser et a supprimé la possibilité pour la CNIL, qui avait été introduite par le Sénat, de mettre en demeure un responsable de traitement, de faire cesser un manquement et de prononcer un avertissement public. Ces dispositions, mes chers collègues, sont contraires à la jurisprudence administrative. J'espère que la position du Sénat l'emportera. L'article 23 bis
introduit au Sénat contre l'avis de la Commission, étend aux primo-délinquants auteurs de violences volontaires le dispositif des peines planchers, qui ne sont, à l'heure actuelle, jusqu'ici, applicables qu'en cas de récidive. Si le Sénat avait limité son champ aux violences les plus graves, punies de 10 ans d'emprisonnement ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 15 jours, l'Assemblée nationale a considérablement étendu le champ de l'article. Et aussi a supprimé le principe d'aménagement des peines inférieures ou égales à 2 ans d'emprisonnement posé par la loi pénitentiaire. Le durcissement du dispositif pose naturellement la question de la logique poursuivie. Dès lors que la prison demeure un facteur de récidive et que ne sont pas réunies aujourd'hui les conditions permettant de véritablement permettre la réinsertion des détenus, ce que tout le monde sait. Se pose également la constitutionnalité du dispositif, puisque le Conseil constitutionnel, ça a d'ailleurs été rappelé dans le rapport de notre collègue Courtois, n'avait validé en 2007 le principe de la peine plancher qu'en raison de la condition de récidive légale. L'article 23 ter, introduit au Sénat sur proposition du gouvernement, allonge la période de sûreté pour les auteurs de meurtres ou assassinats contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Notre Assemblée avait subordonné ce dispositif à l'existence d'une circonstance aggravante, disposition supprimée par l'Assemblée nationale. L'article 23 quinquies étend le champ d'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à 5 ans en état de nouvelle récidive. Et l'article 23 sexies prévoit de recourir à une procédure de convocation par un officier de police judiciaire à l'encontre d'un mineur, ce qui est pour le moment impossible et interdit. On peut d'abord s'étonner d'une telle disposition, alors que la chancellerie travaille aujourd'hui sur une réforme globale du droit pénal des mineurs. L'article 24 bis instaure un couvre-feu pour mineurs, y compris au niveau individuel. Le Sénat, considérant les risques juridiques toujours importants, avait introduit le recours au juge. L'Assemblée nationale, une fois de plus, est revenue sur cette disposition, alors que s'agissant d'une sanction, cette dernière relève du juge et non de l'autorité administrative. Cette dérive, je dis bien cette dérive, est particulièrement inquiétante. De même que, on peut noter au passage, la volonté d'aller à l'imprescriptibilité pour certains crimes visés à l'article 24 quinquies. En fait, de la période de sûreté aux peines planchers et bientôt aux jurés populaires en correctionnel, il s'agit en fait d'une illustration constante d'une méfiance devenue systématique, j'allais dire épidermique, à l'égard de la magistrature. Ce qui est grave, le plus souvent injuste, et ne peut que perturber l'équilibre fragilisé de nos institutions. Oui, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, vous auriez tort de rester sourds au discours du procureur général près la Cour de cassation le 7 janvier 2011. Je l'ai lu intégralement. Je me doute qu'il ne vous a point fait plaisir. Il a dit afficher pour la justice une sorte de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas, en instillant de manière en réalité extravagante la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge, dont on dénigre la décision. Tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République. Pas moi qui le dis, c'est le procureur général près la Cour de cassation. Or, et nous n'en avons jusqu'ici pas dit autant, Monsieur le Ministre. Or, Monsieur le Ministre, nous sommes tous ici attachés aux valeurs fondamentales qui constituent le socle de notre République, tous. Le thème de la sécurité devient un instrument de rupture et de division, alors que pour nous, il doit impérativement être un thème de rassemblement, de recherche de l'équilibre et de sérénité, de force tranquille, avais-je dit en première lecture. Il faut cesser de justifier l'absence de résultats en matière de sécurité, même si vous nous annoncez tous les jours de meilleurs, par l'inadéquation des lois, alors que l'essentiel est de mettre les moyens
nécessaires à disposition de ceux qui sont chargés d'appliquer les innombrables textes déjà en vigueur. Protéger le citoyen, ce n'est pas le surveiller et s'en méfier, c'est le rassurer d'abord. Majoritairement, nous ne voterons pas ce projet de loi parce qu'il exacerbe des conflits et des sentiments qui ne sauraient rassurer l'immense majorité de nos concitoyens, ni davantage restaurer la confiance. Merci. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Éliane Assassi pour le groupe CRC-SPG. Salut Éliane. Deux coups sur coup, ça va faire mal. Messieurs les ministres, mes chers collègues, donc à vous entendre, on croirait effectivement que rien ne va plus dans notre pays, mais surtout que vous n'y êtes pour rien, monsieur le ministre. Vous ne cessez en effet de nous asséner que si délinquance il y a, c'est parce que la gauche a été trop laxiste ou angélique, tout en rejetant la faute sur les complaisants, qu'ils soient de gauche, magistrats ou autres voyous en instance de carcérisation. C'est à se demander, monsieur le ministre, qui, depuis bientôt 10 ans, a empilé pléthore de textes répressifs d'inspiration sécuritaire à la tête du ministère de l'Intérieur, puis de la présidence de la République, avec votre irréductible soutien. Mais vous persistez néanmoins à nous conter que si la France va mal, eh bien c'est à cause du mal national qu'est la complaisance, théorie que vous tentez d'infuser dans les consciences pour justifier votre politique ultra-sécuritaire, dispensieuse, inefficace et qui est un échec sur toute la ligne. Cette complaisance, tous les acteurs publics et tous les partis politiques, excepté bien évidemment le vôtre et bien évidemment celui du Front National, en auraient été coupables. Votre discours se synthétise aisément tant il multiplie les raccourcis. Puisque les juges ne font pas leur travail, parce que trop complaisants, voilà que vous entendez le faire à leur place en les cantonnant au rôle de simples exécutants. Si le nombre de primo-délinquants augmente, c'est exclusivement de la faute des parents, trop complaisants, et qui de ce fait n'assument pas leurs responsabilités. Ceci n'aurait, selon vous, rien à voir avec la saignée opérée dans l'éducation nationale et ses 66 000 postes supprimés depuis 2007. Vous incriminez donc les seuls parents, menacés de leur ôter leur droit à prestation, en leur faisant signer des papiers qui contractualiseront leur choix d'être parents. Au passage, vous rétablissez les maisons de correction qu'on appellera pudiquement les centres d'éducation fermés, car si la France va mal, c'est sans doute aussi à cause de la perte de ce que l'on appelle les valeurs d'antan. Des valeurs contestables, au relents souvent nauséabonds et xénophobes, que nous ne voulions pourtant plus voir à la tête de notre État, et pour cause. Ainsi, toujours selon votre discours bien ancré, si le nombre de crimes et de délits augmente, c'est aussi, bien évidemment, de la faute des étrangers envers qui les dirigeants de gauche se sont montrés, encore une fois, trop complaisants. Vous accusez les migrants de ne rien comprendre aux principes fondamentaux de notre République, contrairement bien évidemment aux bons Français qui sont, eux, présumés en être naturellement imprégnés. Les autres doivent s'intégrer, pire maintenant, doivent s'assimiler. Ce nouveau vocable qui a eu un franc succès sur vos bancs à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas fini. Avec près de 12 000 postes supprimés depuis 2002, la police est à bout de souffle. Alors, vous leur offrez quelques armes de nouvelles technologies et autres techniques d'investigation en pointe, jetez un peu de poudre aux yeux à la police scientifique et technique au bord de l'implosion, en mettant en place un fonds de soutien qui ne sera sans doute jamais alimenté, et vous décidez d'installer 60 000 caméras à l'appui de leurs investigations pour un taux d'élucidation allant aujourd'hui, monsieur le ministre, de 1 à 3%. Vos équations sont bien trop simplistes. Le compte n'y est pas. La théorie de la complaisance ne prend pas et vous semblez peu prompt à comprendre le sens de la politique. Car la politique doit être définie en vue de maintenir un équilibre social et ne doit pas intervenir avec le but de le rompre pour mieux régner.
Poursuivant votre politique de division entre les fonctionnaires et les salariés du privé, entre la police et la population, entre les étrangers et les bons Français, entre les bons habitants des quartiers populaires et les villes délinquants friands de halls d'immeubles, entre les chômeurs et les actifs, la France qui se lève tôt et les profiteurs qui se lèvent tard, voilà maintenant que vous cherchez à opposer le peuple à la justice qui, selon vous, ne rend pas les bonnes décisions, ou plutôt celles que vous souhaiteriez qu'elle rende. Les juges ne font qu'appliquer des principes généraux du droit, mais ne servent pas votre projet de société. Ainsi, entendez-vous juger à leur place, en soutenant des policiers reconnus coupables sur preuve de délit, pour mieux laisser place à la vindicte populaire, autrement appelée jury populaire. Le comble étant quand même que le président de la République nous annonce qu'il entend par cette mesure vouloir rapprocher la justice du peuple. Sauf à vous montrer plaisantin, et ça je n'y crois pas, mais nous nous demandons bien ce qui anime alors le dégraissage de la carte judiciaire, ce qui justifie ces déplacements des juridictions à l'appel dans des banlieues lointaines, dans des locaux inappropriés et bien souvent fort mal desservis en termes de transport en commun. Ce faisant, vous ne faites que chasser le peuple que vous prétendez défendre. Ce gouvernement, le vôtre, nie le besoin social de justice en supprimant autant de barreaux de province que de banlieue, obligeant les populations à des déplacements parfois ubuesques. Autant dire que tout cela est infiniment dangereux pour un État de droit. Il me semble à moi aussi utile de rappeler ici cette déclaration du procureur Nadal, je la redis, afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant de manière en réalité extravagante la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis par une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et en définitive blesse la République. Fin de citation. Je dois dire que ces propos sont d'une honnêteté que vous devriez lui envier. Il ne devrait pas être permis d'agiter le code pénal avec si peu de délicatesse. Pour notre part, nous ne sommes jamais tombés dans un laxisme qui nierait la réalité de la délinquance, tant nous sommes attachés à l'idée du contrat social. Mais la guerre que vous engagez n'est pas la nôtre. Lors de votre intervention générale ici même en septembre dernier, vous aviez, Monsieur le Ministre, cité l'étrange défaite de Marc Bloch. À l'Assemblée nationale, on a entendu M. Ciotti dire que, je le cite, « Les mesures contenues dans ce projet de loi étaient nécessaires face à une évolution de la délinquance, les délinquants usant de toutes les techniques pour s'opposer aux contraintes de la loi et aux moyens déployés par les forces de l'ordre, justifiant de s'adapter pour pouvoir soutenir cette guerre de mouvement contre la délinquance. » Fin de citation. Et voilà donc qu'au nom de la protection de la société contre ses ennemis présumés, les mesures dérogatoires au droit commun deviennent la norme, la surveillance et le contrôle social s'étendent massivement et l'objectif de réinsertion assigné à chaque peine disparaît. J'ai une question, l'état d'urgence serait-il décrété? Vous tentez de faire croire aux Français que votre guerre a été déclarée en leur nom et au nom de leur bien-être. Cet argument est tout aussi virtuel que les délinquants nouvelle génération qui nécessiteraient que l'on mène une guerre de mouvement. Vous vous efforcez constamment de commenter des faits divers tout aussi horribles les uns que les autres. Vous légiférez sur cette base pour mieux faire confondre les délits de droit commun avec les lourdes infractions. Vous espérez de toutes ces tactiques de confusion qu'elles vous permettent non seulement d'entretenir l'hostilité des milieux populaires contre cette catégorie de délinquance, mais aussi de rendre le durcissement de la politique de répression acceptable. Mais nos concitoyens ne sont pas dupes et nous non plus. Cette dénonciation constante de la délinquance du petit peuple. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi en direct le début de l'examen du projet de loi LOPSI 2, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Devant les sénateurs, Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, a réexpliqué quels étaient les objectifs de cette loi, à savoir assurer la sécurité des citoyens tout en respectant leur liberté. Mais voilà, pour les opposants toujours plus nombreux à ce texte, eh bien, ce projet de loi LOPSI 2 marque au contraire
contraire un recul des libertés individuelles. Le gouvernement va donc avoir un examen difficile de ce texte, d'autant que les sénateurs sont revenus en commission à la position première du Sénat. Je pense, Michel, que vous allez revenir donc sur ces dispositions avec vos invités ce soir dans le journal de 19h. C'est à vous, Michel. Bonne soirée à tous. Merci Delphine. Effectivement, il y aura un débat sur la loi LOPSI 2 dans quelques instants, puisqu'il est l'heure du journal de 19h.